Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec le directeur général de l'Eketa-Outaouais, Paul Morin. Natif de Hull, Paul Morin obtient un baccalauréat en pédagogie à l'École normale de Hull. Après une courte carrière de professeur, il devient fonctionnaire municipal en 1973, puis conseiller dans l'ex-ville de Gatineau en 1999. Depuis 5 ans, il est directeur général de l'Eketa-Outaouais. Paul Morin, écoutez, d'abord, je vais prendre quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous ce soir. Parce qu'il y a moins de 24 heures, vous n'avez pas nécessairement eu des bonnes nouvelles en ce qui concerne votre santé. Effectivement, mais ça sera une deuxième bataille à livrer. J'en ai livré une en 2000. C'est un cancer qui est réapparu. On attend des résultats de biopsie pour faire le protocole au niveau de la chimio. Mais avec un excellente médecin, Dr Godette, avec conjointe, la famille, des amis, je pense, j'ai toujours dit qu'entre les deux oreilles, c'est ça qui est important, une volonté de vaincre. Et 2013 arrivera et je serai en pétante santé pour poursuivre mes activités. En 2012, on va vivre avec ça, on va combattre et on va réussir. Comme vous l'avez fait en 2000 quand le cancer est apparu la première fois. C'est exact. Évidemment, vous avez fait plein de choses. Quand je regarde un petit peu votre parcours, je vous ai présenté comme le directeur général de l'Eketa-Outaouais, ce qui n'est pas faux. Mais vous êtes également commissaire depuis de nombreuses années à la commission scolaire des Draveurs. Vous avez été échevin ou conseiller municipal. Alors, on va commencer par le début, si vous voulez bien, parce qu'il y a tellement de choses dont on pourrait parler. Famille. Au début, 4 enfants, et vous avez reçu des valeurs importantes là, qui vous ont suivi là, toute votre vie, et la famille qui est d'ailleurs encore très importante pour vous. Oui, quand vous parlez de 4 enfants, là, on parle de frères et sœurs, ce oui, ne sont pas nos enfants. Oui. Effectivement, on a été élevés dans le secteur Hull, et j'ai 3 frères. La famille a toujours une valeur extrêmement importante. On sait souvent que lors du départ des parents, les familles se voient moins souvent, et nous, on se fait une obligation. À chaque anniversaire de un des 4 gars, on se rencontre, on va manger au restaurant les 4 ensemble. Donc, 4 fois par année, une rencontre, en plus de rencontres avec l'ensemble des enfants et petits-enfants durant l'été et également à l'hiver. Ce qui conserve la valeur familiale, le support, le soutien. Ça, on tient ça de nos parents. Chez nous, c'était une porte ouverte, là, dans le sens, le vendredi, je me souviens, mon père était propriétaire d'un garage, Pizza Garage à Hull, et il arrivait toujours avec un employé pour le dîner du vendredi. Nous, on pouvait amener un ami, et c'était l'occasion de fraterniser les vendredis à la maison comme étudiant. Et ça s'est toujours poursuivi tout au long de notre vie. Vous avez décidé de faire des études en pédagogie, donc à ce moment-là, il n'y avait même pas d'université comme telle. Vous êtes allé à l'école normale. L'école normale. Et ce choix-là s'est fait comment de choisir la pédagogie? Bien, financièrement, on ne pouvait pas, mes parents ne pouvaient pas. J'aurais aimé probablement aller à Trois-Rivières au niveau du loisir et du sport. Mais financièrement, c'était impossible. Donc, je suis resté ici. L'école normale était affiliée à l'Université de Montréal. 2 ans à l'ancienne école Pie-12 et ensuite, où se trouve l'Université du Québec aujourd'hui. J'ai terminé en juin 68. Et des circonstances ont fait que je n'ai jamais fait d'enseignement. Je me suis dirigé dans le domaine du loisir. Mais vous avez en fait enseigné très peu, si on veut, à l'ancienne polyvalente, la première polyvalente de Hull, qui est maintenant le centre Asticou. Non, j'ai fait de l'enseignement aux adultes un petit peu au niveau du A4. Là, oui, OK. Et au niveau des adultes. Mais ce qui est arrivé par rapport à Asticou, c'est qu'au moment où j'ai terminé mes études, je suis allé rencontrer le directeur des ressources humaines dans le temps, M. Hervé Sicard. Et je travaillais depuis plusieurs années au sein de la ville de Hull comme coordonnateur des terrains de jeu. L'hiver, on m'avait engagé pour coordonner les centres de loisirs. Et quand je suis arrivé voir M. Sicard me dit « Ah, toi, Paul, on t'attendait. » Je dis « Comment ça? » Ah, il dit « Oui. » Il dit « Je sais où tu t'en vas. Polyvalente, la grosse polyvalente du temps. Tu vas aller rencontrer M. Séguin, Paul-Émile Séguin, le directeur. Je suis sûr que tu t'en vas là, 11e année générale polyvalente. » Et j'ai poursuivi ma question. Dans quelle matière? Je ne le sais pas, mais c'est là que tu t'en vas. Et quand je suis sorti de son bureau, je suis allé voir mon patron du temps, Jean Cadieux, directeur des loisirs de la ville de Hull.
Et comment c'était ton entrevue? J'ai dit, je regrette, je pense que c'est un policier qui veut, c'est pas un éducateur. Il dit, attends, on va ouvrir un bureau dans quelques temps et tu serais peut-être le candidat idéal. D'où j'ai commencé comme le directeur fondateur du Conseil régional des loisirs, qui s'appelle aujourd'hui l'Unité régionale des loisirs, présidée par Mme Waters. Mais par contre, malgré que vous n'ayez pas nécessairement été dans des classes à enseigner comme tel, vous êtes, et ça depuis 1972, donc on parle quand même là, d'il y a 40 ans. Je suis parti, je suis revenu. Oui, mais vous êtes quand même commissaire scolaire à la commission scolaire des Draveurs. C'est important pour vous de garder là, ce contact-là avec le monde de l'éducation? Oui. Mon épouse était dans l'enseignement. Il y a plusieurs membres de ma famille qui sont dans l'enseignement. Je pense que l'enseignement, c'est une nécessité. Je pense qu'actuellement, surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau provincial, il faut véritablement se battre pour conserver. Il y a deux structures démocratiques au niveau de la municipalité. Vous avez le conseil de ville, élu par les gens, puis même si la participation n'est pas tellement forte, mais là-dessus, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, il reste quand même qu'il est important de conserver cette structure démocratique qu'est la commission scolaire. On a des décisions majeures à prendre également, mais c'est sûr qu'on n'a pas autant de latitude, je peux le comparer avec la municipalité, que de la municipalité. Mais par contre, c'est une importance capitale de conserver cette structure démocratique qui ne coûte pas si cher à la population, même si certaines personnes ou un parti en particulier tentent de démolir puis d'argumenter cet élément-là, la question du finance. Ce n'est pas un conseil des commissaires qui coûte excessivement cher aux commissions scolaires et ça donne l'opportunité à la population, via ces commissaires élus, de porter un jugement, d'avoir des orientations et d'aider la population. Vous le mentionniez, il y a un parti politique, entre autres, là, qui voudrait que les commissions scolaires, la CAQ, que les commissions scolaires soient littéralement là, abolies. Selon vous, comme commissaire scolaire, qu'est-ce qui se passerait si c'est une réalité qui arrivait? Mais même, M. Legault, partout où vous avez un questionnement, vous regardez Le Devoir, vous regardez la presse, des articles de fond ou à la télévision, on dirait qu'on n'a pas de réponse dans les suivis. Est-ce qu'on va devenir comme C3S, un conseil d'administration nommé par Québec? Il faut quelqu'un, puis il faut quelqu'un pour coordonner, qu'on pense à l'élément du transport, qu'on pense aux questions de placement des élèves au niveau le territoire scolaire. C'est pas facile à gérer aujourd'hui avec les secteurs qui sont en diminution versus les secteurs qui sont en augmentation lorsqu'on connaît les normes à Québec. Pour calculer le nombre de places élèves, lorsque dans un secteur donné, on sait qu'on a besoin d'une école, mais par contre, au niveau de places élèves disponibles, il y en a d'autres. Donc, Québec dit transportez-les. Toute la question des spécialistes dans les écoles. M. Legault semblait dire bien, les écoles pourront choisir les spécialistes. Mais les écoles qui auront de l'argent, ça va bien, il y a une grosse garderie qui va venir aider. Mais les petites écoles, comment vont-elles faire pour répondre aux besoins de la clientèle? Donc, cette équité-là, vous l'avez avec un conseil de commissaires qui décide des orientations générales. Vous nous disiez tantôt que vous auriez souhaité aller étudier à Trois-Rivières en loisirs. Vous avez étudié en pédagogie, mais votre carrière s'est quand même faite beaucoup dans le monde du loisir. Comme je vous disais tantôt, j'ai été directeur fondateur du Conseil régional des loisirs de l'Outaouais. Les 2 premiers mandats, c'était l'organisation des Jeux du Québec et de mettre sur pied une structure légale dans les municipalités où j'ai dû collaborer avec 70-75 municipalités de la région de l'Outaouais. Et de fil en aiguille, j'ai eu à travailler avec, entre autres, le conseil de ville de Pointe-Gatineau, dans le temps à Pointe-Gatineau. Et nous demeurions à Pointe-Gatineau. On avait 2 jeunes enfants, 18 mois de différence. Je voyageais énormément. Et un soir, M. Jean-Marc Cloutier, maire du temps, appelle chez moi un lundi soir, je m'en souviendrai toujours, et me dit Paul, on aimerait te rencontrer, le président des loisirs, M. Jean-Louis Villeneuve, conseiller municipal, et moi, demain matin, le conseil de ville vient de congédier son directeur des loisirs et on aimerait te rencontrer. Et c'est ainsi que je suis passé du Conseil régional des loisirs à la municipalité de Pointe-Gatineau en mai 1973. On a subi, si vous me permettez l'expression, une première fusion en 1975, Gatineau, Pointe-Gatineau, les Templeton, Touraine.
Et il y avait un directeur des loisirs dans le secteur Gatineau, Guy Lalonde. Il y en avait un à Touraine, Michel Major et moi. Et une firme, je me souviens, P.S. Ross. Nous avons passé des examens à Polyvalente Nicolas Gatineau, le basket qui appelle le panier, mise en situation. Et quelques jours plus tard, à nouveau, le maire, Jean-Marc Cloutier, m'invite à aller chez lui avec quelques fonctionnaires de la ville de Pointe-Gatineau qui avaient été choisis comme directeur de la nouvelle ville, dont moi, au titre des loisirs. Et j'ai fait ma carrière, 25 ans et 2 semaines à la ville de Gatineau comme directeur des loisirs et services communautaires et à la fin, directeur des projets spéciaux. Et vous disiez tantôt, vous avez utilisé le mot subi. Vous avez subi une première fusion en 1975. Comme fonctionnaire, puis une comme élu en 2000. Ouais. Comment ça s'est passé en 1975, là, cet amalgame-là des anciennes villes là, de Pointe-Gatineau, Touraine et tout ça, au niveau des fonctionnaires comme tels? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, sauf que les gens ont toujours la mentalité du secteur. Les gens venaient du secteur Pointe-Gatineau, venaient du secteur Touraine, encore aujourd'hui, sans nommer de personne. Les gens disent, moi, je viens de Touraine, puis avec une fierté, dans le secteur Templeton. À un point tel qu'en 1984, Gaétan Cousineau, M. Gaétan Cousineau était maire de la municipalité, m'a appelé à son bureau pour me dire bien, on aimerait accroître le sentiment d'appartenance des citoyens. D'où on va former un comité, comité du 10e anniversaire pour préparer, c'était en 1975, donc en 1985. Une année, j'ai été libéré plus d'un an et demi afin de s'occuper de ça. Et l'objectif, c'était véritablement d'inviter les gens, les organisateurs, la population à participer à des activités intersectorielles. S'il y avait quelque chose à Touraine, bien, que les gens de Templeton, les gens de Pointe-Gatineau puissent y aller. Il y avait une communication, on organisait un tirage pour collaboration avec les promenades, je me souviens. À tous les mois, on faisait tirer une dizaine de prix. Ces gagnants-là, ces billets-là allaient dans un baril aux promenades. Je vois le baril au centre des promenades. Et à la fin de l'année, croyez-le ou non, parmi tous ces billets-là, on a fait tirer une maison sur la rue Rayol à Gatineau. Puis, c'était le prix gagnant. Donc, l'idée même du conseil de ville avec un maire qui avait vraiment une bonne vision d'avenir, Gaétan Cousineau, on a réussi à essayer de rapprocher les gens. Mais encore aujourd'hui, vous rencontrez des gens, malgré la nouvelle fusion de 2000, tu viens d'où? Je viens du secteur Pointe, même qu'on va préciser des secteurs dans Gatineau, dans Pointe, Rivière-la-Blanche, Templeton, etc. Écoutez, si vous permettez, on va prendre une pause et on va continuer notre entrevue après. Avec plaisir. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour en entretien pour continuer notre rencontre avec Paul Morin. Paul Morin, évidemment, on va faire un grand saut dans le temps. On a parlé de la première fusion. 1999, beaucoup de citoyens qui vous demandent de vous présenter comme conseiller municipal. Robert Labine, qui est maire à ce moment-là. Vous avez été élu haut la main. Comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, on parle des deux ou de la dernière année de l'ancienne ville de Gatineau. Les 2 dernières années. En fait, on était élus pour un terme de 4 ans, mais le gouvernement est arrivé avec imposition de la fusion. Donc, ils nous ont donné 2 ans. On a siégé 2 ans.
Et moi, j'avais quitté la ville 1 an au préalable. Bon, quelques petits emplois à gauche et à droite. Et des voisins m'ont dit, bien, tu connais la structure municipale, tout ça. Pourquoi tu ne te présenterais pas? Et j'ai accepté. On était 4 candidats, si je me souviens bien. Et ça a bien été un bon résultat. Et là, j'ai vu le côté, je connaissais la politique municipale pour y avoir travaillé 25 ans, mais véritablement être assis là, avec l'ensemble des visions, etc. J'ai adoré ça. J'ai adoré travailler avec Robert Labine. Robert Labine, c'est un gars qui est près des gens. Il connaissait tous les employés. Au niveau de la construction, il n'y a pas de secret pour lui, on le sait. Ouais. Et c'est un gars excessivement humain. Et on a eu un beau 2 ans de planification. Et on a laissé, dans le cadre de résolution, véritablement afin que la nouvelle ville puisse poursuivre son travail. Je me souviens, entre autres, étapes avec Dewsbury, en 10 étapes. Il devait, au niveau, je pense, au projet Técomci, parce que je représentais ce secteur-là, il y avait une entente, une résolution, une des dernières assemblées de conseil. Et aujourd'hui, on voit les réalisations. Ça se fait, Boulevard de la Cité, ça complète. Il y a de la construction qui se fait. Ce sont tous des suivis. Et en termes de vision d'avenir dans le cadre du fusionnement qui s'en venait, qu'on savait, il y a des gestes qui ont été posés par ce conseil-là qui furent excessivement rentables pour la population du secteur Gatineau. Donc, au moment de votre élection, vous saviez déjà qu'il y avait une fusion qui s'en venait, que la fusion allait se faire? Pas au moment de l'élection, mais c'est arrivé par la suite. Par la suite. Imposition. Et quand la fusion a été imposée, finalement, on parle de 2001, oui. Est-ce que vous avez réfléchi longtemps avant de faire le choix de vous présenter comme conseiller dans la nouvelle ville? Non, effectivement. Puis cette année-là, il y a Louise, j'oublie le nom, du secteur Hall. Louise Poirier. Louise Poirier et moi qui avons été élus par acclamation. Et là, j'ai regardé la parade là, pour l'élection. Et Yves Ducharme est arrivé. Je connaissais M. Ducharme uniquement comme citoyen de Gatineau, intéressé à la politique municipale par des entrevues à la télévision et également les journaux. J'ai appris à connaître davantage M. Ducharme. Lui était plus vision d'avenir. Ce que je trouve de malheureux, les médias ont joué un certain rôle à l'intérieur de ça, je pense. C'est qu'on l'a présenté comme une personne qui avait la dépense facile. On l'a présenté comme une personne qui était hautain. Et c'est un gars sympathique. Puis regardez aujourd'hui, ça ne rapporte absolument rien. Il est président de la fondation du C3S. Regardez ce qu'il va chercher. C'est toujours le même Yves Ducharme. C'est toujours lui comme personne dans le but d'aider les gens. Et c'est sûr qu'il y a des choses qui se font qui impliquent une dépense, mais il faut regarder le résultat. Je pense à la taxe, la ristourne sur l'essence. C'est grâce à 3 personnes. Il y avait Jack Layton qui est décédé, le maire de Trois-Rivières et Yves Ducharme. C'est grâce à ces 3 personnes-là si aujourd'hui on a une ristourne au niveau de l'essence. C'est augmenté depuis ce temps-là, mais les premiers jets. Et ça, c'est parce qu'il y avait véritablement une vision, il y avait les contacts nécessaires. Il a fait, je pense que le premier conseil avait mis la table correctement pour la première décennie de cette nouvelle ville-là. Premier conseil municipal de la nouvelle ville de Gatineau avec des secteurs qui sont complètement différents quand on parle du secteur Est de Buckingham, Masson-Angers. On sait que pas nécessairement facile l'harmonie entre les 2 secteurs. Le secteur Elmer qui est complètement à l'autre bout. On a vraiment l'impression d'être dans 2 mondes différents. Comment ça se pensait au niveau de la table? Vous étiez à ce moment-là le président du conseil. Oui. Disons que ça n'a pas été facile, mais j'ai toujours dit, et je répéterai toujours, pour moi, le gouvernement, il y a 2 erreurs qui ont été commises au point de départ. Premièrement, le nom. On n'aurait jamais dû donner le nom d'une ville déjà existante, que ce soit Hall, que ce soit Elmer, que ce soit Gatineau. Je pense qu'il y a des forces dans chacun des secteurs, il y a une historique, et il faut conserver cette richesse-là. Et je pense à la ville de Laval. Laval n'existait pas dans la fusion. Donc, un nouveau nom. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, à cause de l'étalement urbain, j'ai rien contre les gens de Masson, de Buckingham, mais Masson-Buckingham, je pense qu'aurait dû, selon le premier plan d'ailleurs,
aurait dû être fusionné avec l'autre municipalité. Avec l'Ange Gardien. Avec ouais. l'Ange Gardien, c'était l'idée originale. Et je pense que ça aurait favorisé davantage l'évolution des secteurs Hall, Elmer et Gatineau. Mais ceci dit, c'est Québec qui l'a imposé. Bon, il y a eu toutes sortes de démarches, je n'entrerai pas dans ces dédales-là, mais il reste quand même qu'on est arrivé avec le territoire. Et là, on a dû travailler avec les gens qui étaient là, même s'il y avait de la contestation. Je pense à Luc qui contestait, qui allait même en cours. Bon, il fallait vivre avec ça et tenter d'avoir un conseil qui se dirigeait ensemble, avec des divergences d'opinion. J'ai toujours dit, dans la divergence d'opinion, c'est là qu'on grandit. On va chercher ce qui est bon chez un, chez l'autre, puis ensemble, on va continuer à construire et à grandir. Mais par contre, ça n'a pas été facile toujours. L'unanimité, justement, à cause de la préoccupation de Luc par rapport à ses aspirations de maintenir Masson comme ville, ça, c'était peut-être la note un petit peu discordante de notre premier terme. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on regarde ce qui a été réalisé, les orientations qu'on a données, avec les prévisions budgétaires, avec un excellent conseiller au niveau des finances, directeur des finances, et avec le leadership de Yves Duchamp, je pense que la table est mise pour la décennie qui suivra. Déception au moment de la deuxième élection, vous avez été déçu? Ou vous avez été défait? Oui, c'est sûr que c'est une déception. C'est clair. Maintenant, je l'ai accepté, c'est bien sûr. Mais j'ai poursuivi mon travail, je suis retourné au niveau du scolaire. J'ai regardé ce qui se passait au niveau des orientations. Tu sais, la défaite, là, je ne suis pas tout seul qui a eu une défaite. Il y a un conseiller du secteur Elmer, il y a Yves Duchamp lui-même qui a été défait. Et la majorité des gens qui étaient associés à Yves Duchamp ont subi une grosse baisse par rapport à leur majorité. Mais ceci dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait les 2 ans avec Gatineau, les 4 ans avec la ville, la nouvelle ville. Ouais. Mais il reste quand même que le goût de retourner à la politique municipale quand je vois comment c'est géré actuellement, tout ça. Non. Je dis toujours que j'ai 3 amours, la famille, la commission scolaire et la Quéta. Pas nécessairement dans cet ordre-là, là, mais... Effectivement. Mais j'aimerais qu'on parle justement de la Quéta, parce que c'est vraiment votre passion. On vous reçoit souvent pour nous parler des différentes activités de la Quéta. En quelques secondes, pouvez-vous d'abord nous dire le but et la mission de la Quéta? C'est fantastique. La mission, c'est véritablement d'intégrer les gens qui ont des troubles d'apprentissage au niveau surtout scolaire et aussi dans la communauté. Ce qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre, je dis toujours, ce sont des gens riches, pas nécessairement sur le plan financier, mais sur le plan humain. Des gens qui sont confrontés à des difficultés. Leur enfant a une difficulté. Trouble d'apprentissage, c'est relié à la lecture, c'est relié à l'écriture, bon, dyslexie, dysphasie, etc. Le plus gros de la clientèle qui nous arrive, parce qu'on le détecte facilement, trouble de comportement. Association québécoise des troubles d'apprentissage, mais un trouble de TDAH, trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, ça, on le découvre facilement. Celui qui n'a pas d'activité, ben, ou celle, l'enfant arrive en 3e, 4e année, on trouve qu'il y a des difficultés. Ce qui est beau à l'intérieur de ça, c'est d'être un support aux parents. Support dans le sens de dire orienter, les aider. Ils sont confrontés, je sais, je suis au scolaire, il y a toutes sortes de règles. L'enfant a besoin d'un diagnostic. L'enfant a besoin d'un soutien particulier. Souvent, si je pense, par exemple, à un plan d'intervention, tu rencontres un membre de la direction, tu rencontres 2 ou 3 spécialistes, le professeur. Souvent, puis ça arrive quand même malheureusement trop souvent, monoparental, ils sont confrontés, ils arrivent à une rencontre, ils sont bouche bée par rapport à l'équipe qui est là. C'est impressionnant de rencontrer 3, 4, 5 personnes pour parler de son enfant. Et son enfant qu'elle aime, que le couple aime, mais qui se demandent quoi faire. Donc, ce soutien-là que nous avons, également toute la documentation, les faire cheminer,
C'est pas croyable, Michel. Ce que je dis toujours, c'est aussi important que la paye, comme dans n'importe quoi. Quand quelqu'un est du style communautaire, qui veut aider, un merci, des yeux brillants, des gens qui répètent que si on n'avait pas été là, je suis sûr qu'il aurait pu certainement en sortir, mais peut-être qu'on a facilité la tâche. L'AKETA organise sans but lucratif avec un conseil d'administration des membres qui ont vécu ces difficultés-là, quelques personnes ressources dans certains domaines spécifiques, mais quand même. Donc, l'AKETA était là avant que j'arrive, mais travaillait plus en vase clos. Nous, on a ouvert davantage le conseil d'administration par des conférences publiques, puis avec votre collaboration, on tente d'informer les gens, de leur donner des moyens, et plus ça va, plus le financement un petit peu mieux. Donc, on peut donner davantage aux gens. Mais avez-vous l'impression, avec les années, avec le travail que vous faites, que la population en général et le monde scolaire est suffisamment, là, si on veut, sensibilisé à ces troubles d'apprentissage-là? La sensibilisation, elle est faite. Je sais que dans le cadre des conférences publiques, je prends l'exemple de la conférence de la Commission scolaire des travailleurs. J'étais très, très, très heureux cette année. Ils ont invité Jasmin, bon, j'oublie son nom, sur l'intimidation. Oui, Jasmin Roy, effectivement. Jasmin Roy, je m'excuse. Et par la suite, ils ont invité Égide Royer. Des conférences publiques où véritablement on vient aider la population. Puis dans le cadre des journées pédagogiques, il y a 120 jours scolaires, 20 jours de formation, 20 jours journées pédagogiques. Et à l'intérieur de ces journées pédagogiques-là, il y a beaucoup de formation qui se fait, de plus en plus. Tu sais, il y a des années antérieures, l'enfant qui était dans un fauteuil roulant, on était gêné de le sortir. On est gêné de dire, parce que les troubles d'apprentissage, c'est pas une amputation, c'est un problème au niveau du cerveau. Qui n'est pas nécessairement visible. Déjà, qui n'est pas visible. Et troubles de comportement, donc des commentaires de la part des membres de la famille, comment tu l'élèves cet enfant-là, blablabla. Donc, c'est face à tout ça, les gens s'ouvrent de plus en plus. Paul Morin, bien écoutez, merci infiniment d'abord du combat que vous menez pour faire sensibiliser la population. J'ai le goût de vous souhaiter bonne chance dans la bataille qui s'en vient. Je suis convaincu qu'avec votre optimisme, vous allez en sortir vainqueur. Bonne chance. Merci de l'entrevue que vous nous avez accordée. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'entretien. D'ici là, bonne fin de soirée sur nos ondes.